Dans le grand débat aujourd'hui, retour sur la situation au Togo avec cette question: comment restaurer le dialogue entre les acteurs politiques togolais avant la tenue des élections législatives organisées par le pouvoir et déjà rejetées par l'opposition. Après avoir reçu ici la semaine dernière Maître Zeus Ajavon, coordinateur du collectif de l'opposition Sauvons le Togo, nous accueillons aujourd'hui Gilbert Bawara, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Togo. Gilbert Bawara, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, parlons de ce qui se passe en ce moment même dans votre pays. On a appris aujourd'hui, donc, suite aux manifestations d'élèves, la décision a été prise par le gouvernement aujourd'hui même de fermer tous les établissements scolaires, ce qui a eu pour résultat d'amplifier le mouvement de mécontentement des élèves qui ont été rejoints par endroits, me dit-on, par leurs parents pour protester contre le gouvernement. Alors, dans le même temps, les travailleurs réunis au sein de l'organisation Synergie des travailleurs préparent eux aussi des actions de protestation à l'encontre du gouvernement. Mais le plus important, c'est que nos correspondants nous ont confié que, avec ce climat, on redoute de plus en plus une explosion sociale dans votre pays. C'est normal. Cela montre bien que aujourd'hui, la demande sociale, les revendications d'ordre social, les préoccupations sociales des populations sont primordiales. Oui. Et qu'il faut y prêter une plus grande attention, au même moment qu'il faut regarder les questions de réforme politique institutionnelle. Il faut parler des élections, mais nous devons aussi faire attention à ce que le climat de sécurité, de stabilité, de paix soit préservé et que nous puissions mobiliser davantage d'efforts et d'énergie. Mais apparemment, c'est un peu difficile parce que les gens reprochent au gouvernement d'être plutôt sourd, d'être absent, de ne pas justement répondre. La parole de la puissance publique est plutôt absente. Non, c'est pas vrai. Je crois que le gouvernement a démontré sa volonté d'écoute et de dialogue. En fermant les établissements scolaires. Non, à un moment donné, quand il y a un surchauffe des esprits, que on constate un certain nombre de manipulations, vous voyez, parmi les jeunes qui manifestent, il y a certains qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans. On ne peut pas dire que c'est en toute connaissance de cause, sciemment, volontairement, qu'ils décident d'aller manifester. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils sont manipulés? Je dis tout simplement qu'il y a des velléités de manipulation, d'instrumentalisation. Ça, c'est quand même incroyable parce que c'est systématiquement, c'est ce qu'on entend, hein. Non, permanent au Togo, plutôt que d'écouter les revendications, on dit toujours, bon, finalement, c'est pas eux-mêmes, ils sont manipulés. Non, alors que bon, je pense que... Monsieur Laloupo, un gouvernement ne s'assoit pas pour discuter avec des enfants de 10 ans, 15 ans. Ils ont des représentants, quand même. Oui, justement. C'est des organisations syndicales qui expriment des préoccupations des travailleurs. Et le gouvernement a démontré une volonté, sa disponibilité, son écoute, et est prêt à continuer à se concerter et à dialoguer avec les organisations syndicales. Mais les enfants dont nous parlons, personne ne peut imaginer qu'un enfant de 10 ans, 11 ans... Il n'y a pas que des enfants. Oui. Vous savez, vous-même, quand nous étions tous à l'école, je veux dire, quand on était en 6e, on suivait aussi les grands qui faisaient grève et qui manifestaient. Je veux dire, on n'était pas des débiles, hein. Non, en tout cas, on n'a pas le sentiment que les enfants de 10 ans, 15 ans qui sont dans la rue l'ont fait de manière spontanée. En revanche, je dis bien que les préoccupations qui sont exprimées par les travailleurs à travers les syndicats sont légitimes, que le gouvernement est disponible à l'écoute, à la concertation pour trouver les solutions possibles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des arbitrages et des choix à opérer. La question qui se pose à nous est de savoir, est-ce que nous pouvons à la fois améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui demandent plus et en même temps tendre la main aux nombreux jeunes qui n'ont pas d'emploi et en même temps continuer à investir dans la construction des écoles, des dispensaires, la formation des enseignants et des médecins, la construction des infrastructures routières, des pistes, le soutien aux organisations, aux paysans. Mais tout cela doit être exactement. Donc, nous voulons que chacun comprenne qu'il y a une période pratiquement de sacrifice que chacun doit accepter de consentir. Le Togo vient de loin et nous avons tous intérêt à préserver l'élan de redressement que nous avons entamé et qui prendra du temps. Et nous savons au niveau du gouvernement qu'après une si longue période de privation, de disette, il n'est pas aisé de demander aux Togolais davantage de temps et de patience. Mais il nous en faut... Ce sont les mêmes à qui on demande la patience. Hein. Ça, c'est un classique aussi. Il n'y a pas qu'au Togo. Non, c'est pas un classique. Oui. Je dis bien qu'il nous faut nécessairement du temps et de la patience. Mais est-ce que vous envoyez des signaux positifs qui suscitent l'espoir, qui suscitent l'optimisme au sein des opinions? Bien sûr.
Les signaux positifs, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution toute faite. Avec un chef d'État qui est silencieux, qu'on n'entend jamais, qui est emmuré dans son palais. Non, pas du tout. Le gouvernement travaille, il travaille sous l'impulsion et les orientations du président de la République. Qu'on n'entend jamais. Le président Faure n'est pas quelqu'un d'envahissant, c'est quelqu'un qui laisse la possibilité à son premier ministre, à ses ministres. N'est-ce pas à lui de porter cette parole justement vers la population? C'est pas à lui, c'est lui qui incarne ce que vous dites là. Vous savez, il y a personne de mieux placé que lui pour justement véhiculer cette parole, la porter, en tout cas la diffuser. On l'entend jamais, hein, il est dans son palais. Vous me diriez que c'était un président envahissant qui ne laisse pas de marge de manœuvre à son gouvernement. Si à tout bout de champ, c'est lui qui doit être en train d'intervenir. Bah oui, mais il faut un peu quand même. Hein. Bon. Il le fait quand c'est nécessaire. Oui. Alors, comment vous réagissez donc à cette tournée internationale entreprise depuis plusieurs jours par cette délégation du collectif de l'opposition Sauvons le Togo? On vous disait la semaine dernière à cette place même, là où vous êtes, nous recevions Maître Zeus Sadjavon, coordinateur de ce collectif. Alors, le but de cette tournée, nous a-t-on dit donc, c'est de sensibiliser l'opinion internationale à la crise politique que connaît votre pays depuis plusieurs mois. Au moins. Non, nous n'avons pas la même conception que nos frères et sœurs du collectif Sauvons le Togo. Pour nous, les Togolais sont primordiaux. Est-ce qu'il y a une explication, une sensibilisation à faire? C'est d'abord en direction des Togolais. Vous leur expliquer l'état de la situation. La situation est le cap vers lequel nous voulons évoluer. Mais croire en 2013 qu'il faut faire une tournée à Paris, à Bruxelles et dans d'autres pays et avoir leur quitus et obtenir leur engagement pour que nos pays puissent avancer, ne fût-ce que sur le plan du développement démocratique, du respect des libertés et des droits de l'homme. Je crois que nos frères du collectif Sauvons le Togo se sont trompés d'époque. Ils se trompent d'époque, interlocuteurs, vous croyez? Mais écoutez, nous sommes ouverts à la coopération, à l'appui, à l'accompagnement des partenaires au développement. Mais nous estimons qu'il revient aux Togolais, et d'abord aux Togolais, de se concerter entre eux, de dialoguer entre eux, de rechercher des solutions authentiquement togolaises aux problèmes togolais. Mais vous-même, vous êtes à Paris, là, c'est pour ça que vous êtes là avec nous en studio. Qu'est-ce que vous faites en France? Mais, écoutez, d'abord, je ne sais pas l'objectif. Quel est le motif de votre voyage à vous? Je suis en transit. Ah, d'accord. Je suis en transit. Je voudrais dire, s'il s'agit pour nos frères du collectif Sauvons le Togo d'encourager nos partenaires à continuer à accompagner le pays sur le plan de l'amélioration de la situation des droits de l'homme, des libertés publiques, de l'avancement de la démocratie et de l'état de droit, nous disons bravo. Mais s'il s'agit, comme à une certaine époque, d'aller pour demander des sanctions contre le pays, d'alourdir les difficultés quotidiennes, c'est à la fois du mépris vis-à-vis du Togo et des Togolais. C'est une indifférence par rapport à la situation que les Togolais vivent, mais c'est également se tromper d'époque parce que c'est fini, c'est révolu l'époque où nos pays devaient avancer vers la démocratie parce que cela leur est dicté. Il faut que nous, Togolais et Africains, nous comprenions que c'est dans notre propre intérêt d'enraciner la démocratie, de faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait les réformes politiques, institutionnelles, qu'il y ait le respect des droits de l'homme et des libertés, parce que nous devons intérioriser ça. Qu'on soit africain ou qu'on soit européen, on aspire à vivre dans un état de liberté, dans un état démocratique et dans un état de droit. Et donc, on n'a pas besoin de diktat, de conditionnalité de l'extérieur pour pouvoir s'y engager. Gilbert Barra, vous êtes notre invité. Vous êtes ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Congo. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Nous allons marquer une pause pour la publicité. Retour du grand débat dans 2 minutes. Tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Avec notre invité Gilbert Barra, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Togo. J'y arrive. Et notre débatteur polémiste du jour, Doussis Aïssi. Alors, monsieur le ministre, vous avez donc en charge l'organisation des élections, les opérations de recensement ont commencé, mais aucune date n'est encore fixée pour ce scrutin. Personne ne peut garantir aujourd'hui que ces élections auront lieu. Mais pourquoi? Vous faites le recensement et il n'y a pas de date pour les élections? Non, il faut aller par étapes. Nous voulons un peu plus de réalisme. On peut fixer une date même 2 ans à l'avance. Oui, mais il vaut mieux être pratique. Et puis, une fois que le recensement électoral est achevé, on fixe une date.
Et là, on sait que les étapes précédentes ont été accomplies. Donc, il appartient à la Commission électorale nationale indépendante de fixer la date. Et une fois que... Reconnaissez que c'est quand même pas la règle en général, hein. Reconnaissez-le. Mais quand on démarre un recensement, en général, on a la date des élections, quoi. Oui, généralement, mais on peut être encore plus pratique et plus réaliste et franchir les étapes une à une. Alors, vous savez que le collectif Sauvons le Togo a indiqué que ces élections n'auront pas lieu, en tout cas que ce collectif fera tout pour empêcher la tenue des élections tant que le pouvoir ne prendra pas en compte ces revendications. Mais, Monsieur Laloupo, j'espère que quand ils ont dit cela, vous avez rétorqué que ce n'était pas une attitude démocratique. Non, j'ai surtout demandé quels étaient les moyens qu'ils allaient employer, mais Monsieur José Adjavon ne m'a pas donné le détail. Et justement, déjà, cette position en soi, même théoriquement parlant, elle n'est pas démocratique. Pourquoi? Je ne vois pas comment un parti politique, un acteur politique peut dire, alors qu'il n'a pas la responsabilité de l'organisation des élections, qu'il va empêcher par tous les moyens. Oui. Et vous dites bien par tous les moyens. Alors, donc, vous voyez, ça ouvre la porte à toutes les dérives. On peut rajouter par tous les moyens légaux. À tous les surenchères, à tous les dérapages. Parce que tous ceux qui l'écoutent, parmi les militants et les sympathisants de l'opposition, quand il dit par tous les moyens, sans spécifier, alors, ça, on connaît ce que ça donne. On est quand même dans un conflit, on est quand même dans un contexte conflictuel. Je veux dire on n'est pas, je veux dire qu'on peut pas dire que le climat politique soit apaisé au Togo, quand même. C'est un contexte de tension que certains entretiennent à dessein parce que ils veulent utiliser également cette situation de tension larvée comme un fonds de commerce. Alors, le pouvoir n'y est pour rien à vous écouter parce que alors tout le monde se dit ouvert au dialogue. Alors, on se dit mais pourquoi finalement cette difficulté à se mettre autour d'une table pour trouver les voies d'un retour à la paix au Togo? Écoutez ce que disait justement Maître Zeus Adjavon ici même la semaine dernière à propos justement de cet impossible dialogue entre pouvoir et opposition. Le 16 novembre, nous avons été invités à participer à un dialogue. Nous étions allés et le Premier ministre nous a accueillis par un discours qui était un bon discours d'accueil. Oui. Qui nous a remercié d'être là une fois, au moins une fois tout le monde. Et vous allez donc remercier. Voilà. Et a fait une ouverture formidable. Il a dit que on est venu ici pour aborder tous les sujets qui posaient problème, pour qu'on trouve des solutions acceptables à ces sujets-là. Et il nous a tenu un langage acceptable et bien. Et je l'en ai félicité. D'entrée de jeu, j'ai pris la parole au nom de la délégation et je l'ai félicité. Mais dès que j'ai eu à dire ça, il y a un ministre qui a pris la parole pour dire on n'est pas venu ici pour débattre de tout ce que vous dites là. Contrairement à ce que le Premier ministre vient de dire, que nous sommes venus ici pour débattre uniquement des élections, de la date des élections, comment les organiser. Et un autre cacique du pouvoir qui a pris la parole pour répéter exactement la même chose. Ce qui veut dire que, une fois qu'il a dit cela, le Premier ministre a repris la parole pour dire le contraire de ce qu'il avait dit. Ah ben voilà ce que disait Adjavon ici même. Ah, l'autre ministre qui a pris la parole pour casser un peu l'ambiance, c'était vous, non? Ça, je ne sais pas. Parce que on a l'impression que M. Adjavon vit sur une autre planète. Non mais raconte quand même des faits, là. Oui, je voudrais tout simplement vous rappeler, vous raconter l'anecdote. M. Adjavon, d'abord, quand ils ont été invités en tant que collectif Sauvons le Togo, ils ont exigé à venir au moins à 5 ou 6. Sinon, ils ne viennent pas. Tout simplement parce que le collectif Sauvons le Togo regroupe et des partis politiques et des organisations de la société civile. Et comme c'est une nébuleuse, il fallait d'abord une entente entre eux. Et faute d'entente entre eux sur la délégation, ils ont imposé au gouvernement de venir au moins à 5 ou à 6. Le gouvernement n'y a pas vu d'inconvénient. Ils sont venus et après l'ouverture de la séance, peu importe les raccourcis que M. Zeus Adjavon vous a racontés, une fois les déclarations préliminaires faites, M. Zeus Adjavon a sorti un document qu'il avait préparé bien à l'avance en dehors des enceintes de la primature et il a lu ce document-là, alignant une litanie de conditionnalités et de préalables qu'il fallait remplir avant tout dialogue. Alors, je ne sais pas si c'est ce dialogue dont M. Zeus Adjavon parle ou bien c'est une autre aventure d'un autre jour comme nous, on ne connaît pas au niveau du gouvernement. Une aventure, dites-vous. Tout ça ici. Votre commentaire. Écoutez, je suis Monsieur Barra avec délectation parce que je le vois avec beaucoup de fougue. Il est d'ailleurs relativement jeune par rapport à certains ministres et je le vois plein de bonne volonté.
Mais le sentiment que j'ai, c'est que si j'étais Togolais, j'aurais l'impression que je revais la même chose. Parce que les élections au Togo, depuis qu'on en parle, depuis les années 90, on sait ce que c'est. Et vous savez, je vais vous citer une phrase de Abraham Lincoln qui dit, que vous connaissez d'ailleurs, on peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Il y a une question de confiance qui se pose aujourd'hui entre le pouvoir, les organisations de la société civile et l'opposition togolaise. Et les mêmes choses se répètent tout le temps. Je crois que le gouvernement togolais ne prend pas en compte la volonté réelle exprimée par le peuple togolais d'aller de l'avant. Vous dites, il faut qu'ils prennent patience. Ils ont attendu 38 ans. Il y a des mon père, il y a des mon fils est venu, 8 ans déjà. Même adoration, même gloire, comme le disent certains. Et aujourd'hui, on nous parle encore des élections que vous préparez en catimini. Et vous voulez que les gens participent comme ça. Après, on déclare qui est vainqueur, on déclare qui on veut. Je crois que moi, je suis journaliste, je suis neutre, j'observe les faits. Et par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends du peuple togolais, je crois qu'il y a une volonté, une réelle volonté de changement. Et vous devez absolument tenir compte de ça en organisant des élections transparentes. Une réelle volonté de changement, dit Doussissa ici, monsieur le ministre. Non, je pense que cette déclaration relève beaucoup plus de procès d'intention et de préjugés. Ah non, pas du tout, pas du tout. Non, non, ah oui, il y a des élections au Togo. Non, les élections au Togo posent des problèmes. Je suis désolé, comme dit Doussy, moi je n'aurais pas osé le dire, mais il a dit quand même, bon c'est vrai que bon, avec le respect qu'on vous doit, vous êtes plutôt un jeune ministre. On a quand même observé depuis de longues années les péripéties de la crise togolaise. Mais ça fait plus de 20 ans que ça dure. Oui, mais il parle d'élections depuis les années 90. Je pourrais tout simplement vous dire un fait. Vous m'avez parlé tout à l'heure de monsieur Zeus Adjavon. Monsieur Zeus Adjavon était candidat aux élections législatives en 2007. Et alors? Élections qui ont été organisées sur la base d'un cadre consensuel issu d'un accord politique global. Il était candidat dans la région de Lomé. Et monsieur Zeus Adjavon n'a même pas eu 2%. Et alors? C'est le même, sans aucune base. Non, mais il a été député. Monsieur Adjavon a été député. Oui, il a été, justement, il a été député à l'issue des élections que vous estimez n'étaient pas bonnes. Non, mais pourquoi? Oui, non, mais ça peut arriver en démocratie. Quelqu'un qui a été élu député, vous dites qu'il n'a pas de base, qu'il n'a que 2%. Mais attends, il a été déjà élu député une fois. Je vous parle de 2007. Ça veut dire qu'il a une base. La dernière élection qui a été organisée sur la base d'un cadre consensuel, issu d'un accord politique global. Et monsieur Zeus Adjavon, qui a été candidat malheureux, aujourd'hui s'autoproclame en train de parler au nom du peuple. Nous disons oui, il est responsable d'une organisation de la société civile, le CACIT. Il s'est allié avec un certain nombre de partis politiques. Depuis 2010, le gouvernement a pris au moins une dizaine de fois des initiatives de dialogue. Et chaque fois, ces dialogues ont été bloqués. Et pourquoi? Par qui? Par lui et ses camarades. Ah, et vous, le gouvernement togolais n'y est pour rien dans ce dialogue, dans ce blocage? Écoutez, un dialogue, chacun doit faire un pas vers l'autre. Et le gouvernement togolais a fait son pas? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr. En acceptant les réformes constitutionnelles sont demandées par le peuple? Ah oui? Mais... Ah d'accord, d'accord, vous avez accepté alors. Ouais. C'est bien. Très bien. Très bien. La difficulté, c'est que quand on entend l'opposition nous dit c'est le pouvoir qui ferme les portes du dialogue. Vous nous dites c'est l'opposition qui bloque le dialogue. Il faut bien en sortir quand même de cette impasse. Il faut bien en sortir. Il n'y a pas d'impasse. Il n'y a pas d'impasse. Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue du tout. L'opposition qui menace d'empêcher la tenue des élections. Non, pas du tout. D'abord, l'opposition ne peut pas. Non, en catimini, pourquoi? Vous savez, voilà justement, je vous encourage à vous informer sur la situation réelle au Togo. Les élections ne sont pas organisées par le gouvernement togolais. Les élections sont organisées par une commission électorale nationale indépendante. Oui, mais comme toujours. C'est quand même vous qui supervisez quand même. Non. J'ai pas les Calvin, parce que depuis Calvin dit, c'est toujours comme ça. On va marquer une pause. Ne rentrez pas dans un dialogue. Dans le dialogue, on va pouvoir être un peu plus clair pour les auditeurs qui nous appellent d'ailleurs. On écoutera juste après la pause Marcel qui nous appelle de Dublin. Également Olivier qui nous dit il faut aller de l'avant et organiser les élections. Il nous dira pourquoi dans quelques instants. À tout de suite. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Avec notre invité Gilbert Bawara, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Togo. Et aussi ici notre débatteur polémiste et tous nos amis sur facebook.com/le grand débat. Plusieurs messages. Je vais essayer d'en lire quelques-uns. Togovie qui nous dit: Monsieur Bawara, vous occupez le poste de ministre de l'administration territoriale. À ce titre, donc, les marchés et édifices publics sont de votre ressort, sauf si je me trompe, dit-il, si ce n'est pas le cas. Pourquoi avoir attendu 2-3 mois pour vous exprimer sur les incendies des marchés de Kara et Lomé? On en parlera tout à l'heure d'ailleurs, dans quelques instants, de ces fameux incendies. Ensuite, Gilles Vianney qui nous dit: Monsieur Bawara, au lieu de financer les élections avec l'argent du contribuable, ne serait-il pas plus intelligent de remplir les conditions de vos partenaires pour qu'ils les financent? Partenaires, je suppose, partenaires au développement. Cela vous aiderait à régler la grogne sociale, dit-il. Alors que vous, monsieur le ministre, vous plaidez plutôt, vous, donc, pour une sorte, je dirais, d'autonomie de ce point de vue-là. Et que vous vantez le fait que, par exemple, cette fois-ci, le Togo a les moyens de financer pratiquement 80-90% du budget des élections. Vous en flattez. Non, je ne crois pas qu'on doit se vanter. Je dis tout simplement, le Togo, comme d'autres pays africains, doivent s'émanciper. Très bien. Vous imaginez le jour où certains gouvernements ou présidents ou pays disent: nous ne pouvons pas organiser les élections parce que nous n'avons pas de financement extérieur. C'est la fin des réformes politiques et démocratiques. Et donc, moi je dis, et le gouvernement togolais dit, il appartient d'abord aux pays concernés de faire les efforts nécessaires pour organiser les élections et les financer à bonne date. Et d'autres disent non, il faut faire tout pour que ce soit financé par l'Union européenne. Moi, j'ai été ordonnateur des fonds FED de l'Union européenne en tant que ministre de la coopération et du plan. Et je sais qu'en ce moment même, il n'y a pas dans le portefeuille de la coopération entre le Togo et l'Union européenne des ressources programmables consacrées au financement des élections. Et donc, c'est par méconnaissance des mécanismes et des procédures de la coopération entre les États ACP et l'Union européenne que certains croient qu'il y avait des conditionnalités à remplir avant que l'Union européenne puisse financer. Enfin, c'est vrai, les reliquats des élections de 2007 et 2010, il y a environ 3 millions d'euros. Mais 3 millions d'euros ne fait même pas le 10e du coût des élections. C'est 10 milliards? 10 milliards, un peu plus de 10 milliards. Alors je dis, nous sommes ouverts aux contributions, à l'accompagnement et à l'implication des partenaires au développement. Même s'ils ne financent pas, nous devons être disponibles à ce qu'ils soient présents et qu'ils apportent, je dirais, leur caution au bon déroulement du processus électoral. Très bien, c'est clair. On va écouter nos auditeurs qui nous ont appelés. On va d'abord écouter Marcel de Dublin. Marcel, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir. Bon, je voudrais compléter la question de Togovie que Francis vient de lire. Oui, il paraît que le rapport sur les incendies a été présenté au chef de l'État. Vous êtes l'ami du chef de l'État, le ministre du chef d'État. Et il paraît que ce sont les kérosènes qui ont été utilisés pour brûler le marché. Alors, qu'en dites-vous? La première question. Ma deuxième question, vos travailleurs ont faim, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Actuellement, les travailleurs sont dans la rue, les jeunes sont dans la rue. À Dapaon, vos forces de l'ordre ont tiré sur un enfant actuellement et que vos forces de l'ordre sont en train de fuir Dapaon actuellement. Alors qu'en dites-vous en tant que ministre de l'Intérieur? C'est clair, mon cher Marcel. Réponse du ministre? D'abord sur les incendies. Après les incendies... Alors, il faut préciser pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'actualité togolaise, le Togo qu'il y a eu connu les incendies de plusieurs marchés et des tentatives d'incendie. À Lomé et à Kara. À Lomé et à Kara. Le premier incendie, celui de Kara, est survenu le 10. Des personnalités de l'opposition ont été donc inculpées, Jean-Pierre Fabre, et Zeusa Diavon aussi d'ailleurs, et quelques autres. Je reviendrai. Monsieur Zeusa Diavon pourrait vous expliquer le 10 janvier, le jour où il y a eu les premiers incendies, correspondait au premier jour d'une opération qu'ils avaient baptisée Dernier Tour de Jéricho. Dernier Tour de Jéricho, qui était une marche, en fait, opération qui devait conduire à l'effondrement du régime. Et vous avez fait un lien entre cette opération? Je n'ai pas à faire de lien. Je rappelle tout simplement le contexte dans lequel les incendies sont survenus. Il serait malhonnête de ma part de ne quand même pas rappeler ce qui était le contexte en toile de fond. Enfin, c'est pas les raisons pour maintenant, il parle du rapport qui a été commandité par le gouvernement togolais suite à ces incendies. À des experts étrangers, français. À des experts français et les rapports, l'expertise devait déterminer si les incendies avaient une origine criminelle ou accidentelle. Entre-temps,
la procédure judiciaire a considérablement évolué. Il est établi aujourd'hui que ce sont des incendies d'origine criminelle. Pourquoi le rapport n'a pas été publié? Le rapport a été rendu au gouvernement togolais, ça fait environ 2 semaines. Le rapport sera intégralement publié. Pourquoi 2 semaines après? Je vous dis bien, le rapport sera rapport a été... Il sera publié quand? Je suis ici... Dites-le, vous êtes informé, vous êtes au cœur du dossier. Je vous dis, le rapport a été d'abord remis. Vous êtes au cœur du dossier, il sera publié quand ce rapport? Je ne suis pas au cœur du dossier. Le rapport fait maintenant partie du dossier judiciaire. Et le rapport est aux mains de l'instruction. Il sera publié. Et ce rapport confirme la thèse que ce sont des incendies d'origine criminelle. Alors, maintenant, la matière qui a été utilisée dans la sous-région ouest-africaine, le trafic de carburant, c'est monnaie courante. Chaque jour, il y a des incendies et des incidents à Lomé, à Cotonou ou ailleurs, où l'essence relatée est vendue au bord des rues. Donc, dire que aucun citoyen, en dehors du gouvernement, ne peut se procurer le kérosène, ça allait vite en besogne. C'est surtout que vous avez quand même, il y a des personnalités comme Jean-Pierre Fabre, Zessa Djavon et d'autres qui sont inculpés. D'ailleurs, qui ont été inculpés après avoir été justement accusés par Mohamed Loum, un certain Mohamed Loum, donc qui a été donc arrêté, qui a donc indiqué que ces personnalités étaient donc impliquées dans cette affaire. Ensuite, cet individu Mohamed Loum s'est rétracté depuis. Et malgré cela, toutes ces personnes, Jean-Pierre Fabre, Zessa Djavon, restent inculpés. Pourquoi l'inculpation n'est pas levée? Mais si les personnes que vous citez ont le sentiment que c'était exclusivement et uniquement le témoignage de monsieur Mohamed Loum qui avait fondé leur inculpation, il suffit à leur avocat d'utiliser les moyens de droit. De former un recours en nullité de la procédure. Pourquoi demander à l'instruction d'invalider l'instruction? Non. Puisque le juge d'instruction peut travailler sur la base, et il travaille sans doute sur la base de plusieurs témoignages. Enfin, là, il y avait un témoignage quand même qui était un témoignage central de ce Mohamed Loum, qui d'ailleurs a dit qu'il avait dû donc donner ses indications sous la torture. Hein. Vous savez, vous êtes au courant de ça, Monsieur Laloupo, oui. Je n'ai aucune connaissance du dossier. Oui. Je ne suis vous êtes au courant qu'il a été torturé? Je ne suis pas en mesure de vous dire que c'était le témoignage central. Oui. Je suppose. Enfin, la torture, quand même, excusez-moi, pour obtenir quand même des aveux. C'est lui qui le dit. Et la correspondance qu'il aurait adressée aux personnes que vous citez, je les mets au défi d'exhiber cette correspondance. Est-ce que c'est un document écrit, manuscrit? Il y a beaucoup plus terrible, c'est que monsieur Zessa Djavon a même recueilli les ongles des orteils qui ont été arrachés à ce Mohamed Loum pour obtenir des aveux. Il les a recueillis où? Il a été évidemment torturé. Il les a recueillis où? Monsieur le ministre, on écoute. Il était là la semaine dernière, Zessa Djavon, il nous a dit ceci. Toutes les affaires que j'amène à Abuja contiennent une grande partie de torture. Toutes les affaires. J'ai aujourd'hui 6 affaires qui sont à la Cour de justice et comportent des phases atroces de torture. Et donc, la torture est au Togo un moyen de gouvernement, un moyen je dirais pas de pression, d'intimidation de la population. Et quand Loum me dit, il me l'a dit qu'un jour où on l'amenait chez le juge d'instruction, je l'ai rencontré, il m'a dit que maître, j'ai été torturé. Et c'est sous la torture que j'ai dit ce que j'ai dit. Voilà, c'est Djavon qui nous disait ça la semaine dernière. Vous savez, je ne veux pas me mettre à contester ici les déclarations de monsieur Zessa Djavon. Je voudrais tout simplement vous informer que c'est un avocat qui chaque fois défend des causes qu'il perd à la justice et il prend les mêmes causes pour en faire des objets, des sujets de manifestation dans la rue. Vous dites que c'est un mauvais avocat alors? Je n'ai pas à le dire. C'est un constat. C'est un constat. Je connais peu d'affaires où il a eu du succès. Et en revanche, tous les Togolais savent que la plupart des affaires qu'il défend échouent à la justice et il prend les mêmes affaires pour en faire un sujet de manifestation publique. Donc c'est ce genre de confusion qu'il cherche à entretenir qui le discrédite lui-même et les organisations. Enfin, le pauvre Mohamed Loum a quand même eu les ongles des orteils arrachés. Hein. Je ne l'ai pas entendu de la bouche de monsieur Zessa Djavon. Mais moi je vous le dis. Et il dit, je ne sais même pas en quelle qualité monsieur Loum l'aurait vu. Il l'a croisé dans la rue. Mais écoutez, mais c'est lui qui non, sois sérieux. Quelqu'un est inculpé, détenu, et il l'a croisé où dans la rue?
Il a quoi? Maintenant, monsieur Loum. Il n'est plus détenu. Il n'est plus détenu. Il a été libéré depuis quand? Je ne sais pas, mais il paraît qu'il est. Monsieur Adiabou nous a dit qu'il est maintenant libre. Vous voyez? Donc il est encore en prison. Ah, Vous pouvez nous le dire. Ah oui, d'accord. Donc la torture continue. Non, monsieur le ministre, vous venez de confirmer que monsieur Zesta Gabon ne peut pas avoir dit la vérité parce que il a rencontré dans le bureau du juge d'instruction. Alors que non. En quelle qualité? Il a rencontré dans le bureau de juge d'instruction. Il est parmi les avocats de monsieur Loum. Mais c'est un avocat. Il est avocat, mais c'est un avocat? Non, n'importe quel avocat ne va pas. D'ailleurs, auprès des détenus. D'ailleurs, il a été inculpé en allant défendre justement des clients qui le sollicitaient. Hein. Je ne crois pas. Vous ne croyez pas. Alors, répondez à l'autre partie de la question de notre ami de Dublin, Marcel, qui vous posait la question justement sur ce qui se passe actuellement aujourd'hui à Lomé. Donc, les soldats qui tirent sur les manifestants, un enfant qui aurait été tué. Non, c'est lui qui dit. N'allons pas vite. Vous confirmez ou vous infirmez? Effectivement, il y a eu des incidents à Dapaon. Et comme on a commencé l'émission en le disant, aujourd'hui, cela démontre bien que les préoccupations prioritaires des Togolais, c'est d'ordre social. Et que si nous, en tant qu'élite politique togolaise, on mettait autant de vigueur, d'ardeur, à essayer de travailler ensemble pour relever les défis d'ordre économique et sociaux, et on avancerait. Donc, il faut faire la part des choses. Dans tous les pays du monde, on a des manifestations, ça peut déraper, il peut y avoir des incidents. Et donc, je ne suis pas au pays, je ne suis pas en mesure de savoir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Je dis tout simplement, il faut le regretter. À partir du moment où le gouvernement exprime une disponibilité à dialoguer et discuter avec les organisations syndicales pour trouver les meilleures solutions, je ne vois pas pourquoi on doit trouver des enfants de 10 ans, 11 ans qui sont en train de manifester. Et je parlais tout à l'heure, il faut espérer qu'il n'y a pas de la récupération et de la manipulation parce que je ne suis pas sûr que moi, mon enfant de 10 ans est en mesure de se déterminer d'aller dans la rue pour manifester. Encore une question rapide et réponse rapide s'il vous plaît sur sur dossier sur cette question de la torture au Togo, parce qu'il y a plusieurs ONG quand même qui ont épinglé le Togo depuis quelques années. En 2012, le Comité contre la torture des Nations Unies a notamment publié un rapport justement qui pointait du doigt donc les pratiques de torture au Togo. Est-ce que la torture est toujours une pratique courante dans votre pays ou pas? Vous savez, quand les États-Unis sont mis en cause. Non, je vous ai posé une question simple, monsieur le ministre. Est-ce que la torture, est-ce que le recours à la torture dans certaines administrations de police, dans certaines enceintes de la police ou de la gendarmerie est toujours une pratique? Est-ce que cette... Non, si je vous disais que... c'est une pratique courante toujours? Non, c'est pas une pratique courante. Mais si je vous disais qu'il n'y a jamais de bavure, ça aussi, je ne dirais pas la vérité. Alors, au Togo, comme dans d'autres pays, il peut y arriver des bavures. Voilà. Mais il devait y avoir un nouveau code de procédure pénale de la disposition annule justement les aveux obtenus sous la torture. C'était prévu, mais ce nouveau code n'est toujours pas en vigueur. Non, ce code est actuellement en examen et dans les prochains jours, il sera sur la table de l'Assemblée nationale. Ça veut dire donc que s'il y a un nouveau code de procédure pénale qui dispose qu'on ne devra plus obtenir des aveux sous la torture, ça veut dire que le pays reconnaît que la torture est pratiquée. Non, il s'agit d'une intégration dans le dispositif juridique togolais. On annule parce qu'il n'existe pas. De convention internationale. Qui ne lie pas que le Togo. On annule parce qu'il n'existe pas. Donc la torture est bien une pratique. Non, pas du tout. Quand on intègre dans le dispositif national d'un pays les instruments internationaux ratifiés par ce pays, il s'agit de manifester la volonté d'aller de l'avant, d'améliorer la situation. Enfin, je sais pas, aux Pays-Bas par exemple, il n'y a pas un nouveau code de procédure pénale qui annule la torture. C'est pas d'annuler la torture. C'est d'intégrer dans le code de procédure pénale et dans le code pénal togolais des dispositions du droit international auxquelles le Togo est partie prenante. Eh ben voilà, c'est une réponse très claire. On marque une pause pour la suite et fin de ce grand débat. Ensuite, on écoutera Olivier qui a été très patient. Retour dans 2 minutes. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. La situation au Togo, nous en parlons avec Gilbert Bawara, ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Togo. Et dans débatteur polémiste de ici, on écoute l'auditeur Olivier qui a été très patient. Bonsoir Olivier. Bonsoir Francis, bonsoir Monsieur Bawara,
Bonsoir aux auditeurs d'Africa Numéro 1. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je souhaite juste intervenir sur la situation de blocage politique au Togo. Je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Je suis juste un observateur attentif et soucieux de l'avenir du pays. Bon, pour moi, je pense que la situation actuelle de blocage, qui est un mal, vient de l'opposition. Je dis ça parce que je me souviens que lors des élections de 2007, c'est la mouvance présidentielle actuelle qui a gagné ces élections. Et M. Barra vient de dire que Maître Zeus Ajavon, a eu 2% lors de ces élections. Quelqu'un qui a localement eu 2%, je ne vois pas comment il peut prétendre bloquer tout un pays et avoir des propos guerriers comme ceux qu'il a eu sur cette même antenne la semaine dernière, à savoir que il fera tout. Vous venez juste de citer Maître Zeus, d'ailleurs, au début de l'émission, que Zeus fera tout pour empêcher ces élections. Il est même allé jusqu'à déclarer que si les élections ont eu lieu sans leur aval, au lendemain des élections, bonjour les dégâts. Oui. Donc, à qui on va imputer ces dégâts si jamais cela arrivait? Je pense que les élections qui ont eu lieu en 2007, qui ont d'ailleurs reçu le quitus de la communauté internationale, ça a été clair que aujourd'hui la majorité, c'est plutôt dans le camp de la mouvance présidentielle. Donc j'invite la population togolaise, les partis politiques au Togo, à aller aux élections. Seules les élections peuvent nous sortir d'affaires. Il faut se mettre tous d'accord quand même pour y aller. Il vaut mieux y aller quand même dans la sérénité. Oui. D'accord. Oui. Mais d'autant, dans la mesure où on vit dans une communauté qu'on appelle vaguement communauté internationale, qui participe, du moins pour superviser ces élections, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si les élections ne sont pas crédibles, la communauté internationale va le dire clairement que ces élections ne sont pas crédibles. Et le Togo sera isolé. Bien sûr, mais Olivier. Si on dit que voilà, la partie au pouvoir va organiser des fraudes, sans pour autant nous apporter les preuves de cette potentielle fraude, on est où? Nous sommes d'accord, mais le jour où nos pays organiseront des élections sans la supervision de la communauté internationale, ce sera encore mieux, hein, monsieur le ministre. Hein. Oui, mais comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est pas parce que les partenaires au développement ne contribuent pas au financement des élections que le gouvernement serait contre leur implication. Au contraire, on a d'ailleurs un comité de suivi du processus électoral actuel qui inclut le PNUD, l'Union européenne et les partenaires bilatéraux. Je veux dire que le jour où on pourra s'en passer, ce sera encore mieux parce que ça veut dire qu'on je suis d'accord avec vous. Voilà. Et nous avons un cadre électoral qui est consensuel parce que issu d'un accord politique auquel les différents partis politiques adhèrent. Doucis, 1 minute. Oui, en fait, moi j'ai cru comprendre en écoutant M. Adjavon que le problème pour l'aboutissement du dialogue, le problème justement, ce sont les réformes, notamment les réformes constitutionnelles au Togo, à savoir la limitation du nombre de mandats à 2 et aussi l'élection présidentielle à 2 tours. Vous nous aviez dit tout à l'heure que le gouvernement avait accepté ces réformes-là. Ce n'est pas ce que M. Adjavon nous a déclaré. Qu'en est-il exactement? Écoutez, quand vous dites le mode de scrutin pour l'élection présidentielle, si on est autour d'une table, la classe politique togolaise, au nom de quoi une partie va imposer ses points de vue et ses objectifs? Il faut discuter et parvenir à un compromis et à un terrain d'entente. Si les amis de M. Zeus Adjavon gagnent les élections législatives... Ne faites pas une fixation sur Zeus Adjavon parce qu'il y a tous les autres aussi. Non, c'est parce qu'il a dit non. Je dis tout simplement, la parole quand même d'un collectif. Il ne faut pas essayer d'esquiver la population. Il faut aller aux élections. Je ne vois d'ailleurs pas le lien entre aller aux élections et les réformes constitutionnelles. Au contraire, si les partis politiques qui revendiquent ces réformes-là ont la certitude de leur poids politique, qu'on aille aux élections, qu'ils gagnent, et en ce moment-là, s'ils ont la majorité requise pour opérer ces réformes constitutionnelles, ils le feront.
encore que le gouvernement n'a pas de parti. Vous voulez dire que finalement l'opposition a des arrière-pensées et que... Non, l'opposition ne me semble pas souscrire pleinement aux vertus de la démocratie. Quelles arrière-pensées vous leur prêtez? C'est le gouvernement. J'ai le sentiment qu'ils cherchent à contourner le peuple. Ils ne veulent pas que les populations togolaises puissent s'exprimer. Oui. Et la seule manière... Dans quel but? Certains d'entre eux d'ailleurs commencent à demander un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire des arrangements entre élites. Certains. Nous sommes déterminés à organiser et à aider la Commission électorale nationale indépendante à organiser des élections. Ces élections seront inclusives, elles seront libres, démocratiques et transparentes. Et que malgré... Comme les précédentes, c'est ça. En 2007 et en 2010, c'est là où je dis, peut-être vous devriez réviser un peu... Non, je demande, parce que vous parlez de démocratie au Togo. C'est comme si tout est normal. On a déjà soulevé la question. Il faut qu'on avance parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Voilà. Si on remet en cause la crédibilité des élections parce qu'on les a perdues, alors là, on n'avancera jamais. Donc, j'encourage les gens à accepter la défaite comme la victoire. Et je dis, le gouvernement est prêt à continuer avec l'esprit d'ouverture et de dialogue pour que, au lendemain des élections législatives, les différentes composantes du Parlement puissent se mettre d'accord à travers le dialogue. Et pour l'instant, vous ne savez pas quand elles auront lieu, donc, ces élections? Nous espérons que la CENI va se déterminer et fixer les Togolais dans les jours qui viennent. La CENI, justement, qui a appelé les Togolais, donc, en âge de voter, à se faire recenser. Alors, vous avez considéré, vous, que cette phase de recensement s'est déroulée de manière globalement satisfaisante. Je vous cite. Alors, ce n'est pas l'avis du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel qui dénonce déjà des fraudes. Même une fois de plus, je vais citer Zosa Javon parce qu'il était là la semaine dernière, c'est lui qui représentait l'opposition. Alors, on parle déjà d'enrôlement de mineurs et même d'étrangers à qui on offre à la fois une carte d'électeur et une carte du parti présidentiel, l'UNIR. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Parce que, comme disait Doussis, la confiance n'est vraiment pas au rendez-vous dans cette histoire. Hein. Je constate qu'il y a un grand décalage entre M. Zosa Javon et ses amis d'un côté et la réalité du terrain. Ils sont trop à Lomé. Ils devraient être un peu plus sur le terrain. Le recensement électoral, je vous explique en quelques secondes. Les gens sont enrôlés dans la journée et le soir ou le lendemain au plus tard, on affiche la liste de ceux qui ont été enrôlés. Et c'est un enrôlement biométrique. Les photos, les noms et prénoms sont affichés, laissant la possibilité à tout citoyen d'aller contester. Je peux aller dire, Monsieur Bawara, vous n'aviez pas le droit de vous inscrire. Monsieur Laloupo, vous êtes inscrit indûment. Et quand on dit étranger, ça signifie étranger par rapport à quoi? Justement, je vous demande. Il y a certains amis de M. Zosa Javon qui ont la nationalité française. Quand ils viennent voter en France, et si les Français commençaient à leur dire, vous êtes des étrangers, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Je comprendrais qu'on dise, telle personne s'est inscrite indûment parce qu'elle n'avait pas les pièces justificatives de son inscription. Mais dire que quelqu'un a été inscrit parce qu'il est étranger, comment? Si un Béninois est au Togo, il a la nationalité togolaise. Il est installé au Togo, il a des activités au Togo. On va l'empêcher de s'inscrire alors que il a toutes les pièces justificatives. On a dit qu'il y a des nomades, des peuls nomades. Mais il y a des éminents collaborateurs du président de la République qui sont des peuls. J'ai connu récemment un jeune qui était instrumentalisé par les mêmes partis politiques, qui était le président du mouvement pour l'émancipation des étudiants togolais, le MET, qui est peul. Alors, les peuls sont dans beaucoup de pays africains. Et on dit des choses comme ça. C'est votre réponse. C'est de la stigmatisation qui est dangereuse à la cohésion et à l'unité du pays. C'est votre réponse, hein, ils vous auront entendu. Une dernière question, alors une ultime question, hein, parce qu'il nous reste à peine une minute. Comment voyez-vous la suite des événements? Quel scénario vous voyez pour les prochaines semaines pour éviter justement l'aggravation manifestement annoncée de la situation au Togo? Non, sur le plan social et économique, il y a un intérêt de toutes les parties à s'asseoir autour de la table. Et donc, le gouvernement invite les organisations syndicales à la concertation, au dialogue, pour rechercher les solutions. Ces solutions doivent viser à la fois à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qui ont déjà un emploi, mais ne pas oublier ceux de nos concitoyens, notamment les jeunes, qui sont sans emploi. Et la solution politique, alors, c'était ça. La solution politique, c'est celle que le président Faure a toujours prônée. C'est le dialogue, l'ouverture, l'écoute mutuelle. C'est la poursuite d'une politique d'apaisement et de réconciliation nationale. C'est de se dire, nous sommes tous Togolais,
nous devons accepter chacun d'apporter sa contribution pour le redressement économique et la réconciliation qui va permettre de créer la prospérité au bénéfice de tous les Togolais et de toutes les Togolaises. Écoutez, votre conclusion ressemble, c'est fini, votre conclusion ressemble fortement à celle de Zeus Adjavon la semaine dernière ici. Tout le monde est d'accord pour l'apaisement, pour le dialogue. En tout cas, merci d'être venu, Gilbert Bahara. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous êtes ministre de la décentralisation et de l'administration territoriale du Togo. Merci Doussi Saïssi. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à Stéphanie Hartmann qui a préparé cette émission. Et à mon cher Hicham Amouali qui l'a réalisé. Dans quelques instants, le journal de nos amis de BBC Afrique. Ce sera exactement un point sur l'actualité. Il sera présenté par Eno Undri. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à l'écoute d'Africa numéro 1. N'oubliez pas, juste après le point sur l'information, la rediffusion du JDA, le journal des auditeurs de mon excellente consoeur Christiane Revenot. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous.